Alors, je disais que on va reprendre ce cours de traitement d'image par les EDP. On a vu l'équation de la chaleur et l'équation de Perron-Malik, d'accord? L'équation de Perron-Malik qui est une généralisation de l'équation de la chaleur. Alors, l'équation de la chaleur, c'est dU sur dt est égal à delta U. Et l'équation de Perron-Malik, elle permet d'introduire un coefficient qui va permettre à l'équation de Perron-Malik d'avoir un double effet, un effet de lissage lorsqu'on est sur des zones homogènes et un effet de préservation des contours lorsqu'on est sur des contours. La fonction C, c'est une fonction décroissante et qui va de 1 à 0 lorsque S tend vers plus l'infini. Donc, je disais que les fonctions C1 et C2 étaient les premières fonctions proposées par Peronna et Malik dans leur article de, je pense, 89, et puis d'autres fonctions étaient proposées par la suite. Alors, ce modèle qui marche très très bien dans les simulations, il a un problème théorique qui est le caractère mal posé de ce problème. Bon, je rappelle que on dit un problème est bien posé si la solution existe, elle est unique et elle dépend de manière continue des paramètres, c'est-à-dire elle est stable. Ce problème, on sait qu'il est mal posé, d'accord? Parfois, la solution n'existe pas et parfois, on n'a pas unicité, je pense, sur le cas à la dimension 1. Donc, on a montré que ce problème est mal posé. Et pourtant, en pratique, ça marche très, très bien. Donc, à un moment donné, ça constitue comment dire, une contradiction. Théoriquement, c'est pas ça. Et en pratique, ça marche très bien. Et donc, ce dilemme, si j'ose dire, a été résolu ultérieurement et je vais en parler après. Ok. L'équation de Perron-Malik peut être discrétisée de la manière suivante. Donc, comme on a une fonction C de gradient de U, de la norme du gradient de U, on a besoin de discrétiser la norme de gradient, d'accord? Et la norme de gradient et voilà, on a pris la norme L2. Donc ça, c'est la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à x, donc avec un schéma centré. Et ça, c'est la dérivée par rapport à y avec un schéma centré. D'accord? Et donc ça, ce n'est autre que la norme L2 du vecteur gradient. Ensuite, donc l'équation de Perron-Malik, c'est du sur dt est égal à la divergence de c de la norme du gradient. D'accord? Ça, c'est la parenthèse de c, et ça, c'est la grande parenthèse. Donc, la divergence, c'est quoi la divergence? La divergence, je vais l'écrire ici, la divergence, de f, c'est df1 sur dx plus df2 sur dy, avec f est égal aux deux composantes f1 et f2. D'accord? Donc, du sur dt est égal à la divergence, qui est la dérivée par rapport à x de la première composante de ce vecteur, dans ce vecteur-là. Ça, c'est la première composante, et là, plus la dérivée par rapport à y de la deuxième composante de ce vecteur. D'accord? Maintenant, pour avoir de bons résultats numériques, euh, la discrétisation de cette dérivée par rapport à x, elle est un petit peu particulière. Donc, cette première ligne, ça correspond à ça, et cette deuxième ligne, ça c'est la première ligne, et ça c'est la deuxième qui correspond à ce terme-là. Donc, il suffit de comprendre la première ligne, et la deuxième ligne sera traitée de manière similaire. D'accord? Donc, voilà. Donc, la dérivée par rapport à x, c'est encore une fois un schéma centré. Donc, je vais rappeler la différence entre les trois schémas bon, les plus connus. Je vais partager.
Donc, on a UX au point IJ. Je vais l'écrire autrement. DU sur DX, IJ est approché par, ça peut être UI plus 1, J, moins UI, J, divisé par delta X. Donc ça, c'est un schéma en avant. Ça correspond à la forme de Taylor, f de x plus h, on a x plus h, est égal f de x plus h, f' de x, plus un petit taux de h, le reste. Et donc, f' de x est égal f de x plus h moins f de x divisé par h, plus un petit taux de h. Et donc, f' de x est approché par f de x plus h moins f de x divisé par delta x. Parce que h, c'est le pas de discrimination, c'est delta x. Donc, f de x, le x correspond à i, d'accord? X plus h correspond à i plus 1. Donc, ça, c'est un schéma en avant, parce que je vais utiliser le point i et le point, non, je vais le, si j'ai le point ij à l'axe des x, et ça, c'est l'axe des y, d'accord? Ça, c'est le point ij. Ça, c'est le point i plus 1. Ça, c'est le point i, j plus 1. Ça, c'est le point i, j moins 1. Ça, c'est le point i moins 1, j plus 1. J, pardon. Donc ça, ce schéma-là, c'est un schéma en avant, parce que j'utilise la valeur de x et la valeur suivante, donc la valeur de ij et la valeur suivante, i plus 1. D'accord? Donc ça, c'est un premier schéma de discrétisation. Je peux avoir un deuxième schéma de manière similaire, en considérant le f de x moins h. X moins h de x, et donc plus un petit taux de h. Donc f' de x, approché par f de x moins f de x moins h, divisé par delta h. Et donc, du sur dx, ij, est approché par uij moins ui moins 1 j divisé par, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Par h, par delta x. Bien sûr, dans les simulations, on va souvent prendre delta x, donc delta x et delta y égale à 1. Maintenant, je peux considérer une, une combinaison des deux. D'accord? Si je prends f de x plus h est égal à f de x h prime de x plus, est-ce qu'on fait jusqu'à l'ordre 2 ou pas, et f de x moins h égale à f de x moins h f prime de x, d'accord? Plus un petit taux de h, petit taux de h, et on fait f de x plus h moins f de x moins h, d'accord? Divisé par h,
Ben, divisé par 2h, ça sera égal à f' de x plus un petit taux de h. Donc, du sur dx, j, ça approché par, ici on a divisé par 2, u, i plus 1, j, moins u, i moins 1, j. D'accord? Donc ça, c'est un schéma centré. Alors, ce schéma centré, j'ai considéré les valeurs plus h et moins h. Si je l'applique au lieu de prendre h, je vais prendre h sur 2. Donc, j'applique la même formule. J'aurai f de x plus h sur 2, moins f de x moins h sur 2, divisé par 2 fois h sur 2, d'accord, est égal à f' de x plus un petit taux de h sur 2. Et un petit taux de h sur 2, c'est aussi un petit taux de h. Et donc, on aura f, f', mais du sur dx j est approché par ui plus 1 demi j, fois ui moins 1 demi j divisé par h, par delta x. Voilà. D'accord? Approximation. Alors, le point, puisque nous, on a une grille discrète des images. Donc, on a les points i plus 1, i moins 1. On n'a pas de points, on n'a pas initialement les points i plus 1 demi. Ces points, le ui plus ou moins 1 demi, et idem pour j, bien sûr, le même raisonnement qu'on fait par rapport à la variable i, à l'indice i, peut aussi être fait par rapport à l'indice j. Ces points-là sont appelés les midpoints, les points milieux. Points, ça peut être par exemple, pour avoir une valeur ou bien une estimation de ce midpoint, considérer la moyenne et i plus 1 et i moins 1, donc pour avoir le point milieu. D'accord? Voilà, grosso modo. Alors, je reprends je reprends le transparent. Voilà. Donc, on a appliqué la discrétisation des midpoints à, à la dérivée par rapport à x. D'accord? Et on a appliqué la discrétisation centrée pour la norme du gradient. D'accord? Et je pense, ici, pareil, on a appliqué, je pense, la discrétisation centrée. Donc, vous faites les vérifications. D'accord? Ux ici, vous prenez la dérivée. Je réfléchis en même temps pour ne pas dire de bêtises. Ici, ui, 1 demi moins 1 demi. Euh, je réfléchis en même temps. Alors, si au point i plus 1 demi. Donc ça, c'est considéré au point i plus 1 demi. I plus 1 demi. Bon, vous vérifiez. J'ai un petit doute. Bon, c'est pas trop grave. Le schéma utilisé pour u de x. J'ai tendance à dire que c'est le schéma centré. Je vérifie plus tard, ok? Vous vérifiez c'est quel schéma utilisé pour u de x. Voilà. Donc l'essentiel, on va avoir ce schéma-là, d'accord?
Et voilà, la définition des points milieux, des midpoints. Et on a démontré que pour avoir la stabilité, on a besoin d'avoir un delta t inférieur à 0,25. Je rappelle que la stabilité, elle permet d'avoir la convergence d'un schéma numérique. Ça va se couper dans 10 minutes, dans quelques minutes. Donc, je disais que la stabilité, ça va permettre d'avoir la convergence du schéma numérique. Voilà. Et généralement, pour ces schémas d'évolution, du sur dt égale quelque chose, généralement la stabilité est acquise, est assurée pour delta t assez petit. Mais l'inconvénient quand on choisit delta t assez petit, c'est que on va converger très très lentement. C'est-à-dire que les changements sur l'image au cours des itérations sont très petits. Voilà. OK. Voici un exemple d'application. Donc ça, c'est l'image initiale, t égale à 0. Et on applique l'équation de Spiron-Amalek pour différentes valeurs de t. C'est-à-dire que ça, c'est la solution u. Bon, la fonction u, c'est une fonction à deux variables. D'accord? On commence par x. Ça, c'est l'image u, donc x, donc quelconque, et la valeur t égale à 100. D'accord? Donc, i, c'est la variable spatiale, x, qui appartient à R2. Ce qu'on peut remarquer, par exemple, si on compare ces deux images-là, c'est que ici, ce qui est censé être un bruit, d'accord, l'équation de Perron-Amalek a réussi à très très bien réaliser un lissage à l'intérieur des régions. Donc on le voit partout sur les régions. Même sur le nez, c'est quand même assez impressionnant parce que on arrive à voir ici même cette région comme une seule région. D'accord? Pareil, ici par exemple, vous voyez qu'il y a une première région, ici une deuxième région. On a première région, deuxième région, d'accord? Les différentes régions différentes. Et puis, l'équation Perron-Amalek, par rapport à l'équation de la chaleur, a permis de très bien préserver les contours. Et ça, on le voit ici. Vous voyez que les contours sont très nets. Je peux les dessiner sans risque de me tromper. D'accord? Même ces contours qui étaient à la base un peu faibles. Voilà. Donc, le résultat il est très bon de l'équation de Perron-Amalek. Et on voit que si on continue les itérations, parce que quand on a un schéma d'évolution, quand on fait des itérations, à un moment donné, il faut s'arrêter. Le critère d'arrêt est parfois difficile. Est-ce que c'est fait manuellement? Est-ce qu'il y a un critère objectif? Est-ce qu'il y a le nombre d'itérations ou bien le seuil est calculé automatiquement? Ça, c'est parmi les difficultés des algorithmes numériques. Mais on voit qu'au cours des itérations, quand on fait tendre t vers plus l'infini, on va converger vers une fonction constante par morceau. Je rappelle que l'équation de la chaleur, si je fais l'équation de la chaleur et je fais tendre t vers plus l'infini, je vais converger par une constante, par une image constante. Par contre, pour Perron-Amalek, ça converge vers une image constante par morceau. Voilà. Ça va se couper dans quelques instants, donc si ça se coupe, vous reconnectez comme d'habitude, d'accord? Voilà. Une troisième méthode était proposée par Cathy Morel-Lyons. C'est une variante de l'équation de Perron-Amalek. On a dit que l'équation de Perron-Amalek souffrait d'un problème théorique qui était le caractère mal posé de l'équation. Maintenant, on a une équation, une UDP qui marche très bien en pratique et théoriquement, il y a un problème. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on va jeter l'équation parce que théoriquement, elle n'est pas justifiée, soit on va garder l'équation et on va essayer de comprendre. Maintenant, pour comprendre, il y a deux façons de faire. Enfin, pour résoudre le problème théorique, il y a deux façons de faire. Donc, le problème théorique, il exprime le caractère mal posé. Par exemple, la solution, par exemple, elle n'existe pas. Mais la notion de solution n'est pas unique. Donc, vous connaissez la notion de solution forte, la notion de solution faible. Les deux notions ne sont pas identiques. En fait, il y a plusieurs notions de solution. Il y a les solutions de viscosité, par exemple, sur solution, sous solution, il y a plusieurs notions de solution.
Et du coup, les gens se sont posé la question, peut-être que l'équation de Perron-Amalik possède une solution unique, mais dans un sens qui n'a pas encore été inventé. Ça pourrait expliquer un petit peu bon, ça pourrait donner une direction de recherche. Voilà, on va dire que il y a un sens de notion de solution qui n'a pas encore été inventé et pour lequel l'équation de Perron-Amalik est bien posée. Une deuxième direction a été de modifier très légèrement l'équation de Perron-Amalik pour avoir une équation un petit peu équivalente. Et cette nouvelle équation équivalente, elle est bien posée. C'est ce qu'a fait Cathy, Morel et Lyons. D'accord? On voit cette équation, c'est une très légère modification de l'équation de la chaleur, pardon, de l'équation de Perron-Amalik, où on a rajouté le G sigma ici. Donc initialement, on avait initialement, on avait C2 gradient de U, et ça a été remplacé par C2 gradient de U convolué avec une gaussienne, le paramètre sigma. Avec cette petite modification, on a montré que le problème devient bien posé. Est-ce que ça c'est gênant? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que cette nouvelle équation s'éloigne de l'équation de la chaleur? La réponse est non. Parce que quand on fait la convolution avec une gaussienne, et lorsque sigma est petit, l'équation, plutôt la fonction U étoile G sigma est très proche de la fonction U si sigma est petit. D'accord? Donc, on va faire une petite convolution avec une gaussienne, mais en même temps, on va résoudre l'équation le problème théorique du caractère mal posé de l'équation de Perron-Amalik sans pour autant changer complètement l'équation de Perron-Amalik. Voilà. Et un autre point, et le suivant, c'est effacer. C'est le gradient de U convolu avec une gaussienne est égal, parce que je dérive la convolution elle est commutative. Parmi les propriétés de la convolution, c'est que je peux dériver la première ou la deuxième fonction. C'est égal aussi au gradient de G sigma étoile U. D'accord? Donc, plutôt que faire la convolution avec gaussienne, ensuite dériver dans une deuxième étape, on peut faire les choses en une seule étape, c'est faire la convolution avec la dérivée de la gaussienne. Voilà, et bien sûr, numériquement, ça c'est plus intéressant. On a montré que le modèle de Cathy-Morel-Lyons était un modèle bien posé et l'existence ici de la solution a été prouvée en utilisant le théorème de Schroeder du point fixe. Le théorème du point fixe repose sur l'écriture de l'équation sous cette forme-là, comme un schéma du point fixe, U1 plus 1 égale à T de U1. C'est quoi l'opérateur T? T de U1, bon, N c'est les itérations, okay? C'est les itérations, est égal à une fonction V, donc T c'est un opérateur. À chaque UN, à chaque solution à l'itération T, il va donner ou bien il va calculer l'image, c'est une autre fonction V, et V est donné comme la solution d'une équation différentielle. D'accord? Donc, c'est la solution de cette EDP. Vous pouvez remplacer ici U1 plus 1 par V pour que les choses soient plus claires. Donc, j'ai U0. Je résous cette équation, donc, qui est en fait une itération de l'équation de Perron-Amalik pour avoir U1. Par contre, ici, qu'est-ce qui est différent? Ici, la convolution, plutôt la fonction G, ou bien c'est la fonction C, est calculée sur la fonction U de l'itération suivante. Dans Perron-Amalik, cette fonction et cette fonction est la même. Donc, Cathy-Morel-Lyons, ils ont quand même un peu, comment dire, par relaxation, ils prennent U1 de l'itération suivante et le gradient du U1 de l'itération courante. Voilà, en résolvant cette équation, on obtient
la solution à étape n plus 1. Et itérativement, on va avoir notre solution pour tout instant t. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Pas de questions? Est-ce que vous m'entendez très bien? Alors, vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Donc, je juste reviens sur la décrétisation de l'équation de Peron-Hamanic. Donc, je disais qu'on va utiliser le schéma centré. On va utiliser le schéma centré pour u de x. Alors, tout ça, on va calculer pour u de j. Pour uij, pardon. Donc, ux en ij, donc ça va dériver par rapport à x, par ui plus 1 demi, j moins ui moins 1 demi, j, voilà, divisé par delta x, et delta x est égal à 1. Donc, c'est approché par ça. D'accord? Et donc, ça, c'est ux. Donc, nous avons ce terme-là. Donc, le c de la norme du gradient est remplacé par c tout simplement. Nous avons c, ij, au point ij, ui plus 1 demi j, moins ui moins 1 demi j. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est la valeur de ce terme-là. Si j'appelle ce terme-là t, ça, c'est t au point ij. D'accord? Maintenant, la dérivée par rapport à x de ça, si je veux dériver ça par rapport à x, donc d, t, i, j par rapport à x, je vais l'approcher par ti plus 1 demi, moins t, bien sûr, j, moins ti moins 1 demi, j. Delta x est égal à 1, étant égal à 1. Donc voilà, donc ça sera approché par, je remplace TIJ par son expression, et donc j'aurai, ça c'est TIJ, à la place de, pour ce premier terme à la place de I, je mets I plus 1 demi. Donc j'aurai C, I plus 1 demi, J, U. Ici on a I plus 1 demi. Et comme on remplace I par I plus 1 demi, on aura I plus 1. Pareil, I remplacé par I plus 1 demi, ben ça va être I moins I, IJ, voilà. Est-ce qu'il y a un problème quelque part? C'est multiplié par les deux. Voilà, c'est multiplié par les deux termes. J'enlève les parenthèses. Donc c'est IJ. Voilà. Ça c'est IJ. Et ça c'est UX. Voilà. Donc j'ai remplacé par U plus 1 demi et ça donne ça. Donc ça, ce terme-là c'est quoi? Tout ça c'est quoi? C'était I plus 1 demi J. Moins le même terme où je remplace I par I moins 1 demi, ben j'aurai I moins 1 demi, parce que c'était IJ, hein, c'est I moins 1 demi J, fois, je remplace I par I moins 1 demi, ça donne quoi? Ça donne ça donne UIJ, pardon, moins UI moins 1, voilà. Je compare par rapport à mon terme. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on obtient ici dans la première ligne. D'accord? Donc si je veux résumer, pour avoir cette discrétisation, pour obtenir cette discrétisation, je fais la discrétisation centrée de U de X en prenant les points plus 1 demi, moins 1 demi. Et ensuite, je fais la même chose pour tout ça.
Donc, le fait d'avoir plus 1 demi, moins 1 demi deux fois, ça fait apparaître plus 1 et moins 1 pour I. D'accord? Et les points CI plus 1 demi sont les midpoints calculés comme les moyennes. Par exemple, CI plus 1 demi J, c'est CI plus 1 J plus CIJ divisé par 2. C'est le midpoint entre I plus 1 et I. Voilà. Donc, c'est pas trop compliqué, mais il faudrait quand même juste se concentrer un petit peu et faire attention aux indices. Alors, on revient à la présentation. Je ne sais pas si j'ai commencé l'enregistrement. Oui. Est-ce que j'ai commencé l'enregistrement de ce côté? Bien, ça marche. Alors, maintenant, on va voir. Donc, on a vu l'équation l'équation de la chaleur, équation de Perron-Analyque plus Cathé-Morel-Lyons, qui est une variante de l'équation de Perron-Analyque. Maintenant, on va voir les équations de Wickert. Alors, Wickert, il a fait, comment dire, une étape de plus. Donc, le Perron-Analyque, enfin, l'équation de la chaleur, c'était du sur dt est égal à delta U. D'accord? Perron-Harmonique, c'était du sur dt est égal à la divergence de C de la norme du gradient de U. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Perron-Harmonique? Il a utilisé l'information de la norme du gradient comme un poids ou bien un coefficient de diffusion. Donc, il a profité de l'information de la norme du gradient pour contrôler la diffusion. Et ça apporte quoi l'information de la norme du gradient? Eh bien, la norme du gradient permet de détecter les contours. Quand la norme du gradient est élevée, je sais que je suis sur un contour. Parce que les contours sont les variations brusques et importantes des intensités. La variation importante, c'est équivalent à la norme du gradient grande. Donc voilà. Donc Wickert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit plutôt qu'utiliser uniquement la norme du gradient, pourquoi ne pas utiliser le gradient, le vecteur gradient? Et le gradient, il est défini par la norme, mais aussi par la direction. Donc, je vais détecter les contours, mais ce qui fait Wickert, il va faire quelque chose de plus. Il va détecter les contours, et ensuite, il va dire, comme on a vu, alors je me permets de revenir en arrière, c'est un peu loin. Euh, juste un instant. Voilà, c'est ici. Alors, Wickert, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je vais détecter les contours. C'est pas ça. En utilisant la norme du gradient, par exemple, ça permet de détecter ce contour-là. Ça permet de détecter ce contour. Donc, ensuite, je vais utiliser la direction de la norme du gradient. Quand j'ai la direction du gradient, il va faire la chose suivante. Il va dire, dans cette direction, qui est la direction tangentielle, hein, c'est mal représenté. Dans cette direction, je peux me permettre de faire la diffusion, parce que quand je suis tangentiel, je suis dans la même région. Mais dans cette direction, il ne faut pas faire de la diffusion. Pourquoi? Parce que si je fais la diffusion dans cette direction, je vais mélanger deux régions différentes. D'accord? L'idée, elle est assez simple et assez intuitive. Voilà, donc se dire, je détecte le gradient par la norme du gradient. Ensuite, tenant compte de la direction du gradient, je vais faire la diffusion. Et quand on dit ça veut dire quoi la diffusion? Ça veut dire un mélange. C'est comme vous prenez par exemple une tache d'encre et vous la mettez dans un seau, dans un verre d'eau et vous mélangez, ça se diffuse. D'accord? C'est une sorte de mélange. Et quand ça se diffuse bien, on aura la même couleur partout. Et donc, quand on dit diffusion, c'est un mélange. Et donc, encore une fois, Wickert, il dit, dans cette direction, il ne faut pas faire la diffusion. Pourquoi? Parce que je vais mélanger cette région avec cette région qui sont à la base des régions différentes, tout simplement. D'accord? Voilà.
Donc, l'idée, elle est un peu simple, mais l'équation, elle est un peu moins simple que ça. Donc, Peronomalic, il a une fonction de la norme du gradient, ici, d'accord? Wickert n'a pas une fonction scalaire, il a une matrice. Si vous avez un vecteur, par exemple deux composantes, je vais essayer de faire les choses un peu proprement. Généralement, pour bien comprendre ça, commencez dans un premier temps par vérifier les dimensions. C'est ça quoi. Avant d'essayer de comprendre les équations. C'est la chose suivante. Peronomalic, il a la divergence. La divergence, je fais ça, d'un scalaire multiplié par le gradient. Un scalaire multiplié par le gradient, supposons le gradient est dans R2, scalaire par le gradient, ça reste un vecteur dans R2. Wickert, il a une matrice par le vecteur gradient qui est un vecteur de ligne et une composante. On voit qu'on obtient la même chose en termes de dimension. Ici, c'est un vecteur à deux composantes, et là, le résultat, c'est toujours un vecteur à deux composantes. Alors, même si on a remplacé un scalaire par une matrice, le résultat est toujours un vecteur à deux composantes. Et quand on applique la divergence, on revient à un scalaire. D'accord? Parce que la divergence d'un vecteur, c'est un scalaire. Alors, c'est quoi D de gradient de U? D, c'est une matrice qu'on va calculer à partir de la norme du gradient. Pardon, à partir du gradient, non pas la norme du gradient. Alors, ce modèle, comment dire, il est unificateur, il est plus général que les deux modèles précédents, parce que si je choisis comme matrice D la matrice identité, j'obtiens divergence du gradient, c'est tout simplement le Laplacien. Donc ça, c'est l'équation de la chaleur. Si je prends la matrice D, c'est une fonction scalaire multipliée par l'identité, j'obtiens l'équation de Peronomalic. Et donc, en ce sens-là, l'équation de Peronomalic, l'équation de Wickert généralise l'équation de Peronomalic et l'équation de la chaleur et l'équation de Katimura-Ligas. Maintenant, comment il calcule la matrice D? Ça, c'est un peu technique, il faudrait juste se concentrer un petit peu. Pour calculer la matrice D, ben, il commence par calculer ce qu'on appelle le tenseur de structure. Le tenseur de structure, c'est tout simplement la matrice obtenue comme le gradient par le gradient transposé. C'est ux carré, ux carré sur la diagonale, ensuite ux fois y sur les éléments, les autres éléments extra-diagonales. Faites attention, c'est un tenseur qui est calculé sur la base des dérivées premières et non pas des dérivées secondes. Il n'y a pas de dérivée seconde ici. On peut montrer que pour ce tenseur, les deux vecteurs, enfin le premier vecteur propre, c'est exactement le gradient. D'accord? Et le deuxième vecteur propre, c'est un vecteur perpendiculaire au gradient. Pour montrer que c'est le vecteur propre associé à ça, c'est le gradient, c'est simple. Alors, c'est quoi un vecteur propre? Si on a une matrice A, un vecteur V est des vecteurs propres s'il existe lambda tel que A de V égale lambda de V. D'accord? Alors, prenez cette matrice-là, vous la multipliez par le gradient. Donc, si j'appelle ça la matrice, je ne sais pas, la tenseur de structure T. Prenez la matrice T par le gradient, c'est le vecteur V, qui joue le vecteur V, ou bien la matrice A, pour ne pas trop changer de notation. Ça, c'est la matrice A. Le vecteur gradient comme le vecteur V, vous allez trouver exactement lambda, et lambda, c'est la norme du gradient, fois le vecteur V qui est le gradient. D'accord? Faites les calculs, vous allez voir que c'est ça. Et le deuxième vecteur propre, c'est un vecteur propre perpendiculaire au gradient. Donc, si ça, c'est le gradient, ça, c'est le vecteur perpendiculaire. Et on peut montrer que la valeur propre associée, c'est 0. Alors, ce tenseur de structure, cette matrice, elle permet de décrire localement les structures. Ça veut dire que
quand je calcule avec des formules, j'obtiens pour chaque point, donc chaque pixel de l'image, j'obtiens une matrice. Et dans cette matrice, il y a l'information sur la structure locale. Ça veut dire quoi la structure locale? On peut analyser trois situations différentes. La première, c'est quand c'est une région homogène. La deuxième, c'est quand on a un bar. Et la troisième, c'est quand on a un coin. D'accord? Voilà, quelque chose comme ça. On peut montrer que si la région est homogène, les deux vecteurs propres, les deux valeurs propres de la matrice A, qu'on a déjà, le tenseur de structure, sont équivalentes, sont presque égales. Si localement, ça c'est le pixel, et localement, le pixel se trouve sur un bord, on peut montrer que la première valeur propre est beaucoup plus grande que la deuxième valeur propre. D'accord? Maintenant, si on est sur un coin, on peut montrer que les deux valeurs propres sont très grandes. Voilà. Et positives, bien sûr. Alors, le raisonnement, qu'est-ce qu'il est ce raisonnement? Voilà, juste une précision. Ces valeurs propres-là sont les valeurs propres, non pas de cette matrice, le tenseur de structure, mais d'une matrice qui ressemble à celle-là. En fait, on commence par le tenseur de structure, on fait une convolution avec une gaussienne. Alors, quand on voit U sigma, c'est U convolué avec G sigma, la gaussienne d'écart type sigma ou bien de variance sigma carré. D'accord? Alors, généralement, on fait la convolution avec gaussienne pour deux raisons. D'accord? Pour deux raisons. Ça, c'est important. La première, si je veux calculer par exemple le gradient, théoriquement, je veux calculer le gradient, la dérivée d'une image, ou bien la dérivée d'une fonction. Il faut tout d'abord que la fonction soit dérivable. Généralement, les images sont des fonctions qui ne sont pas dérivables. Parce qu'il y a des discontinuités. Il y a par exemple un objet, si je prends un objet sur un fond, uniforme, et bien l'objet a des contours, et puis sur les contours, l'image n'est pas continue, elle n'est même pas continue. Donc comment elle peut être dérivable? Maintenant, si je fais la convolution avec une gaussienne, résultat d'analyse, si je fais une convolution avec gaussienne, la nouvelle fonction devient dérivable. Elle devient même une fonction C infini. D'accord? Donc, quand je fais la convolution avec gaussienne, l'image ne peut pas beaucoup changer, si je prends sigma petit, mais j'obtiens une nouvelle image qui est dérivable. Et deuxième intérêt de la convolution, c'est que même si la fonction elle est dérivable, quand on calcule la dérivée numériquement, il y a des erreurs de calcul, il y a des erreurs numériques. Alors, dans tout calcul numérique, on fait des approximations, il y a forcément des erreurs et les erreurs peuvent s'accumuler. Les erreurs peuvent s'accumuler, mais aussi elles peuvent s'amplifier. Il se trouve que quand on applique le gradient sur une image qui contient un peu du bruit, le bruit il va être amplifié par l'opération de dérivation. Parce qu'on dit que l'opération de dérivation, c'est un filtre passe haut. D'accord? Donc, si l'image est bruitée, eh bien, ce bruit, il va avoir une très forte, comment dire, très forte influence sur le calcul de la dérivée. Et donc, il va engendrer beaucoup de bruit, beaucoup d'erreurs. Maintenant, si on fait la convolution avec une gaussienne avant la dérivation, ça permet de réduire l'effet négatif du bruit sur l'opération de dérivation. Et donc, du coup, réduire les erreurs de calcul numérique. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Pour en fait calculer vraiment le tenseur de structure, on va commencer par cette matrice-là, gradient de U transposé, mais après convolution avec gaussienne. Et ensuite, on fait une nouvelle convolution avec une gaussienne d'écart type sigma. Il faut voir cette convolution, c'est comme si vous avez... Alors, c'est assez simple à expliquer. C'est comme si vous avez, par exemple, localement, ici, d'accord? Et je veux calculer le machin là, le tenseur ici.
d'accord, pour ce pixel. Le tenseur, c'est une matrice. C'est la matrice J. Pour calculer J en ce pixel-là, je vais prendre les J, plutôt ces matrices-là, des pixels voisins. Et je vais faire la moyenne de ces matrices. C'est comme le filtre moyen. Le filtre moyen, ça remplace l'intensité d'un pixel par la moyenne des intensités des pixels voisins. Le même raisonnement s'applique pour les matrices. Si je prends la matrice de ce pixel, la matrice qui est en fait la matrice 2 fois 2, et je prends la moyenne des matrices des pixels voisins. Quand on dit la moyenne des matrices, c'est très simple, hein, c'est element-wise. C'est-à-dire que je prends la moyenne de chaque composant de la matrice, séparément bien sûr. Et dans cette moyenne, vous savez que la moyenne, on peut faire une moyenne avec des coefficients égaux, mais on peut faire aussi la moyenne avec des coefficients différents, et c'est ce qu'on fait quand on fait la convolution avec gaussienne. La convolution avec gaussienne n'entre que une calcul de la moyenne avec des coefficients différents qui sont décroissants en fonction de la distance par rapport au pixel central. Voilà. Donc concrètement, si on veut être concret, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a notre image. Je vais prendre un pixel particulier, enfin je vais parcourir tout le pixel. Pour ce pixel-là, je calcule cette matrice. Et ensuite, tout ça se fait d'une manière numérique, hein, c'est quantifié. Je calcule les valeurs propres de la matrice. Si les valeurs propres sont proches l'une de l'autre, je conclus que la région est isotropique, c'est-à-dire que la région est homogène. S'il y a une valeur propre qui est beaucoup plus grande que la deuxième valeur propre, je considère que la région est, la région enfin, le pixel est sur un bord. Si les deux valeurs propres sont trop grandes, je considère que le point, c'est un coin. D'accord? Voilà. Alors, ce raisonnement, on l'a déjà fait l'année dernière. Pas l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez fait. Voilà. Ce raisonnement, on l'a déjà fait dans le cours de vision artificielle. C'est exactement le détecteur de coins de Harris. Voilà. Vous pouvez revoir il y a les cours mes cours sont sur Internet. Vous pouvez voir le cours sur envoie les slides sur les détecteurs de Harris. Vous allez voir ce raisonnement avec plus d'équations. Voilà. Et donc, Wickert, ça c'est l'équation de Wickert. La question, c'est comment je calcule l'image, la matrice D. Pour calculer, bon, Wickert, on va prendre l'image, d'accord? Ça fait ça. Je prends les points pixel par pixel. Par exemple, un pixel donné. Pour ce pixel, je calcule une matrice. Une matrice, ça c'est la matrice J, d'accord? La matrice J qu'on a déjà vue ici. Ça c'est la matrice J. Et ensuite, à partir de la matrice J, je calcule la matrice D. On va en parler tout de suite. Et c'est cette matrice D que je vais utiliser dans l'équation d'évolution. Et j'écris du sur dt est égal divergence de la matrice D fois le gradient de U. Voilà, tout simplement, D fois la multiplication d'une matrice par le vecteur. Voilà. Maintenant, la question devient, à partir de la matrice J, et la matrice J, elle contient les informations de structure, les informations, c'est-à-dire, quand je prends la matrice J, quand j'analyse les vecteurs, les valeurs propres de la matrice J, je peux savoir si je suis dans une région homogène, je suis sur un bord ou je suis sur un coin. Pourquoi cette information est intéressante? Ben, tout simplement parce que si je suis sur une région homogène, je ne fais pas de diffusion. Si je suis sur un bord, je fais la diffusion directionnelle dans cette direction, mais pas dans cette direction. Si je suis sur un coin, ben, pareil, je fais dans cette direction, mais je ne fais pas dans cette direction. Voilà. Maintenant, numériquement, d'une manière quantifiée, comment je fais? Eh bien, la matrice T est calculée à partir de la matrice J en analysant les vecteurs propres
et les valeurs propres. Plus précisément, on va garder, je prendrai une matrice, je vais garder les vecteurs propres de la matrice et je vais changer les valeurs propres de la matrice pour définir une nouvelle matrice. Alors, autrement dit, j'ai une matrice 2 fois 2, d'accord? Je calcule lambda 1, je vérifie, est-ce que c'est lambda 1? Non, je calcule mu1, mu2. Je calcule V1, 1, V2, mu2, qui sont les valeurs propres et vecteurs propres. Ensuite, je vais garder V1, V2. Je vais changer les valeurs propres, ça devient lambda 1, lambda 2. Ensuite, à partir de vecteur propre, valeur propre, je construis la matrice D. Bien sûr, mathématiquement, je vous laisse le soin de penser à comment j'ai construit la matrice. Je vous donne, par exemple, ça c'est une question mathématique, hein, purement mathématique. Quelle est la matrice? Par exemple, je prends des exemples pour V1, V2. D'accord? Je vais prendre un peu d'exemples un peu aléatoires, juste pour bien expliquer les choses. La question, ça peut être de la manière suivante. Vous avez V1 qui est égal, par exemple, moins de 1, d'accord? V2 est égal à 1, 6. Lambda 1 qui est égal à 4 sur 5. Lambda 2 égale moins 3 sur 2. La question, quelle est la matrice D dont les vecteurs propres sont V1, V2 et les valeurs propres associées sont lambda 1, lambda 2? Ça, c'est une question purement mathématique. Alors, je vous laisse le soin de réfléchir à la solution. D'accord? Et je pense qu'il y a un exercice sur la série TD, je pense. Mais c'est une question très intéressante. Voilà, c'est pas compliqué, hein, mais peut-être ça sort de l'ordinaire. Voilà. En fait, Wickert, il a proposé deux modèles. Wickert, il a proposé deux modèles. Dans le premier modèle, donc je rappelle que la question c'est comment je calcule la matrice D à partir de la matrice J, en connaissant les valeurs propres et vecteurs propres. Les vecteurs propres, on les garde, les valeurs propres, on va les changer. Dans un premier modèle, à partir de mu1, mu2, de mu1, mu2, les valeurs propres, il va construire lambda 1, lambda 2. Si mu1 est égal à 0, mu1 c'est la première valeur propre, lambda 1 est égal à 1, si mu1 est différent de 0, lambda 1 est égal à cette expression. D'accord? Et lambda 2, il prend lambda 2 toujours égal à 1. Avec ce modèle, il obtient cette diffusion anisotropique, d'accord, qui en fait améliore les contours. Alors non seulement ça préserve les contours, mais elle permet aussi d'améliorer les contours. Et les résultats est le suivant. Le résultat il est très, très, très intéressant. Je fais un petit zoom. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez, si ça se voit bien. Mais le résultat est très bon, hein. Donc, vous voyez que dans tout ça, ça a été filtré, dans toute cette région. Et les bords ont été très, très bien préservés. Vous voyez les bords? Franchement, c'est nickel, hein. Et même l'ombre, ça c'est l'ombre, même l'ombre a été préservée les glaces. D'accord? Donc ça, c'est la diffusion, tout en améliorant les contours. Non seulement les préservant, mais aussi les améliorant. Alors pareil, ici, c'est très bien préservé. Donc les résultats, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est parfait. Je sais pas, il faut chercher les défauts, hein. Donc, parmi les défauts, par exemple, oups, c'est pas ça. Parmi les défauts, ici, ça a été gommé. Les contours n'ont pas été préservés dans cette région. D'accord?
Parce que je pense que les bords comment dire, il est pas épais, il est mince. Et bien sûr, dans toute méthode comme celle-là, il y a toujours des paramètres à régler. Et les paramètres, ça fait un compromis entre qu'est-ce que je veux préserver et qu'est-ce que je veux filtrer. Parce que si je veux préserver beaucoup de choses, je risque de garder le bruit. D'accord? Et si je veux filtrer le maximum du bruit, je risque de toucher aussi au contour. C'est-à-dire que parfois, non pas parfois, mais souvent, il est difficile de séparer de manière très nette un bruit par rapport à un contour, d'un contour. Donc, c'est ça la difficulté. Voilà. Un deuxième modèle de Wickert, c'est le suivant. C'est lambda 1 est toujours égal à alpha 1, à alpha, pardon, et lambda 2 est égal à cette expression. Alors, ce modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la diffusion isotropique avec coherence enhanced. Non seulement les contours, mais l'amélioration de la cohérence globale. Et on voit, le résultat est pareil, il est assez parlant. On voit que dans cette image d'empreinte, que les lignes un peu courbées, non seulement elles étaient préservées, mais ça a été amélioré. D'accord? Vous voyez par exemple ici, il y a une continuité, même quand les lignes sont déconnectées, sont discontinues, ça permet de faire la continuité, le remplissage des lignes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si on fait diffusion de, par exemple, équation de la chaleur et peut-être même pyronamalique, si on se permet, on s'amuse à faire la diffusion dans cette direction, on va mélanger les lignes. Les lignes seront très facilement mélangées parce qu'elles sont très proches les unes des autres. D'accord? Alors, avec ce modèle de Wickert, il a quand même réussi à avoir la séparation des lignes et avoir le filtrage dans cette direction et avoir à préserver les lignes, mais aussi à remplir les discontinuités. Quand il y a des trous, ça permet de remplir les trous. Donc, le résultat est vraiment très bon, assez parlant. Voilà. Donc, Wickert, pareil, pour avoir l'existence unicité, euh, c'est pareil comme l'équation de Peron-Malik. Pour montrer l'existence unicité, il suffit enfin, je pense que c'est le même. Voilà, donc on a un résultat, voilà, on va dire qu'on a un résultat d'existence. On a un résultat d'existence unicité pour l'équation de Wickert. Donc, c'est un problème bien posé. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Bon, peut-être ça va se couper dans quelques minutes. Je pense qu'on n'a pas le temps d'aborder les équations morphologiques. Est-ce que vous avez des questions? Non, Pas de questions? Monsieur, Oui. monsieur, ما بعتلناش الكور. Ah bon? Oui. Ou la vidéo? La vidéo شفناها. D'accord, mais cache les transparents. Ah, des cours, mais cache. اه Je vais le mettre اليوم إن شاء الله. monsieur, احنا ما داكوغ بعثناش لو كان بسطاني وكان بعثي لي ايميل parce que j'ai pas fait داكوغ attention. مسيو Non, je با pensais le بروبليم faire en ligne donc داكوغ ما كاينش بزاف اللي يحضروا انا كنحبس هذا البارطاج تاع لي فيديو. Alors,